Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal est annoncé pour bientôt au PDS. L'on soutient même que c'est imminent pour l'accueil de son secrétaire général. Le Parti démocratique sénégalais a impliqué toutes ses structures de base. Un accueil populaire d'après Hassan Ba du comité directeur du PDS. Le C25 sera également de la partie. Et en ce qui concerne la participation de Maître Wade à la campagne, la forme sera déterminée à son retour au Sénégal. Écoutons Hassan Ba au micro d'E-Radio. Son retour est très imminent, comme vous l'avez constaté d'ailleurs. Il y a véritablement une grande fertilité de nos amis qui veulent avoir le président Wade non seulement physiquement, mais également l'interroger par rapport à la presse locale, nationale et internationale. Donc nous préparons son retour avec, comme d'habitude d'ailleurs, nous envisageons de l'accueillir avec un accueil époustouflant, jamais connu, n'est-ce pas, dans l'histoire politique du Parti démocratique sénégalais. Les démocrates avec, la société civile avec, le C25 avec, le Front de résistance nationale avec, parce que comme vous le savez, le président Wade constitue une icône politique incontestable. Aujourd'hui, c'est un leader incontesté, pour ne pas dire le leader incontesté, n'est-ce pas, de la classe politique sénégalaise. Alors, à ce niveau, véritablement, nos structures de base se préparent, le comité directeur se prépare, bref, tout le pays se prépare par rapport à son arrivée imminente. Comment Maître Abdoulaye Wade va participer à l'élection présidentielle? Évidemment, nous informerons une fois qu'il est là, nous informerons la manière avec laquelle nous allons faire notre campagne. Vous comprendrez aisément que nous ne boycotterons pas l'élection présidentielle. Nous allons faire une campagne pour que non seulement Macky Sall quitte le plancher du pouvoir, mais également avec les démocrates de ce pays, qu'on puisse arriver un peu à une alternance démocratique et régler définitivement l'affaire de Macky Sall, comme vous le savez. Donc de ce point de vue-là, ne vous en faites pas. Nous ferons bel et bien campagne. Et si Macky Sall ne recule pas sur les décisions qu'il a déjà prises par le canal du Conseil constitutionnel, eh bien nous persistons à dire qu'il n'y aurait certainement pas d'élection. Certainement, vous vous demandez le rôle que Maître Abdoulaye Wade va jouer dans cette élection présidentielle. Le professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a la réponse. Pour Maurice Soudieck-Dione, Abdoulaye Wade va jouer un rôle capital. Et d'après le journaliste Momar Seyni Ndiaye, le soutien du secrétaire général du PDS à un candidat de l'opposition va sans doute peser lourd. El Hadj Malick Cissé. Abdoulaye Wade est bel et bien sur le point de rentrer au Sénégal, un retour qui fait jaser. Et oui, le pape du Sopi avait joué un rôle capital lors des législatives du 30 juillet 2017. Maurice Soudieck-Dione, docteur en sciences politiques, le confirme et rappelle que Wade est un fédérateur. Abdoulaye Wade avait eu à jouer ce rôle lors des législatives de 2017 et justement, il avait changé quelque peu les données de l'élection, même si le mode de scrutin avait biaisé, amplifié la victoire de la majorité au pouvoir, qui s'est retrouvé à 49,40% des voix et 125 députés sur 142. Le poids du secrétaire général national du PDS sur la scène politique ne se discute pas, renchérit Momar Seyni Ndiaye. Le journaliste précise qu'il ne faut surtout pas oublier l'attractivité populaire de Wade. Abdoulaye Wade est quand même le représentant de l'opposition le plus important à l'Assemblée nationale. Son parti, le PDS, est la première force de l'opposition. Ensuite, Abdoulaye Wade a une certaine attractivité populaire et politique que rarement un homme politique a eu au Sénégal. Va-t-on assister à la présence du père et du fils en même temps au Sénégal? Tout porte à le croire, souligne le professeur à l'UFR Sciences Politiques à l'UGB, Maurice Soudieck-Dione, qui prédit un impact sur le scrutin. Karim Wade et Abdoulaye Wade en même temps, je pense que ça ferait un peu désordre parce que on se retrouverait. Ça peut donner une mauvaise image du point de vue de la communication politique. Certes, la candidature de Karim Wade a été invalidée par le Conseil constitutionnel, mais Abdoulaye Wade fera tout pour brouiller les cartes. C'est le point de vue de Momar Seyni Ndiaye, journaliste. Il est attendu et les Sénégalais, les membres de son parti qui sont à l'écoute depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs semaines, attendent de voir quel est le mot d'ordre qu'Abdoulaye Wade va donner. Sa présence va déterminer beaucoup ce qui va se passer lors des élections à venir. Abdoulaye Wade à Dakar dans les prochains jours. Un retour très attendu. Pour les analystes politiques, c'est un poids à ne pas négliger. Abdoulaye Wade est arrivé hier à Paris en provenance de Doha au Qatar où il a séjourné
auprès de son fils Karim. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le secrétaire général du PDS a été accueilli par des militants de son parti. Il n'a fait aucune déclaration. Correspondance à Paris, Ibrahima Kamara. C'est au terminal 2A de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle d'où a atterri le président Wade. Accueilli par quelques militants de l'opposition sénégalaise à Paris, l'ancien chef de l'État n'a pas voulu piper mot sur la situation du Sénégal. Je suis là pour D'accord, je vais organiser. D'accord, je passerai. De mon président. Non, caméra. Président. Non, merci. Eric, Après quelques poignées de main au salon d'honneur, les militants scandent le slogan du PDS et Maître Wade, de tout heureux, soulève les bras en signe de confiance. Sopi, 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 Gorgui, Sopi, Gorgui, Sopi, Gorgui, Sopi, Gorgui, Sopi, Gorgui, Sopi. Nous sommes très contents de l'accueillir ici à l'aéroport, vraiment pour vivre de cette ambiance qu'on attendait depuis longtemps. Voilà. Je crois que ceci nous a donné effectivement nous a redonné de l'espoir, puisque le pouvoir n'est pas un don, mais un dû, ni effectivement mais une conquête. Abdoulaye Wade compte se reposer quelques jours à Versailles avant de rentrer au Sénégal. Paris, Ibrahima Kamara, iRadio. Le jour présidentiel de 2019, la deuxième mission d'observation électorale de l'Union européenne est au Sénégal. Et pour la supervision du processus électoral et des opérations de vote le 24 février prochain, les observateurs de l'UE disent avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu à Wadiop. C'est un premier groupe composé de 28 observateurs de longue durée qui sera réparti dans l'ensemble du pays. Ils ont pour mission d'assurer le suivi de la phase préélectorale pour une bonne tenue de la présidentielle du 24 février prochain, et cela en toute neutralité. Elena Valenciano, chef de la mission d'observation électorale. Nous pensons qu'en observant de très près tout le processus, d'une façon multidisciplinaire aussi, donc de toutes les perspectives, on peut toujours faire des recommandations pour améliorer les éléments du processus. La valeur ajoutée, c'est que nous observons de très près que l'observation est indépendante et neutre et impartiale. La mission se réserve de faire des recommandations sur le système de parrainage, objet de controverse dans ce processus, mais elle constate néanmoins l'importance d'un consensus autour de ce système. Denis Petit est l'un des analystes électoraux de cette mission. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la façon dont ce système a été appliqué. Ce que nous constatons, c'est que des mécontentements ont été générés par ce système. Mais ce qui nous semble le plus important pour nous, c'est pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais c'est simplement de constater qu'il est important qu'un tel système, qui est essentiel, repose sur un consensus le plus large possible des acteurs du paysage politique et également de la société civile. La communication digitale au cœur de ce processus électoral, la mission a pris toutes les dispositions nécessaires à une meilleure prise en charge de cet aspect. Elena Valenciano. Par rapport aux fake news, bien sûr, nous avons un observatoire des médias. Cet observatoire des médias, maintenant, observe aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Et nous sommes conscients du phénomène des fake news dans le monde entier. Et bien sûr, on va tenir en compte ce comportement des réseaux sociaux. Ce premier groupe d'une trentaine d'observateurs va d'ores et déjà rencontrer dans chaque zone d'observation tous les acteurs de l'élection présidentielle. Il sera renforcé de plus de 50 autres observateurs et de diplomates européens le jour du scrutin présidentiel du 24 février 2019. Attendu la déclaration d'Aïssata Tall Sall, on saura aujourd'hui si la présidente de Oser l'avenir va rejoindre la mouvance présidentielle ou non. Vous écoutez iRadio sur la 90.3 FM Dakar. 49 travailleurs de la mairie de Thiès réclament à l'autorité municipale le paiement de 16 mois de salaire. Et tant que cela n'est pas fait, le maire Talla Sylla ne sera jamais tranquille. Ils vont le suivre partout. C'est ce qu'ils ont dit. Du côté de la mairie, on précise qu'il y a 6 mois d'arriérés de salaire et non 16 comme le soutiennent ces travailleurs municipaux. Thiès, Isidore Alexandre Sen.
La coupe est pleine, les travailleurs municipaux de la ville de Thiès n'en peuvent plus. Il n'est plus question pour eux de cumuler des mois sans salaire. Boubacar Diagne est le porte-parole des travailleurs municipaux. On a fourni tous nos efforts, notre temps et notre savoir-faire pour le service de la ville de Thiès, pour que ça soit plus agréable à toutes les populations de Thiès. Mais on est fatigué de réclamer notre salaire 16 mois sans salaire. Et on a duré ici, il y a certains qui sont venus là, ils ont fait 20 ans de travail, de service. D'autres, ils ont fait plus de 15 ans. Et jusqu'à présent, notre contrat est terminé, mais on n'a pas eu nos indemnités, ni nos arriérés de salaire. Ils sont 49 personnes à être dans la situation et malgré les démarches entamées, le problème reste entier. Chaque fois qu'on le demande, on passe à la mairie, chaque fois, on ne le voit pas. 16 mois sans salaire. On a durement travaillé pour ça. Donc c'est normal qu'après du labeur, on reste sur place et on demande notre salaire. On a tout fait pour voir le maire. On est parti voir le syndicat. On est parti à l'inspection du travail. On est allé à la caisse de sécurité sociale. On a tout fait pour voir le maire, mais on ne le voit pas. On dirait qu'il fuit. Conséquence de ces mois d'arriérés de salaire, ces agents municipaux disent être à la mairie de Thiès à ne rien faire. On est à la veille des élections. Le maire va battre campagne et nous aussi on va battre campagne. Là où il mettra ses pieds, on y mettra les miens. Du côté de la municipalité, le secrétaire général nous confie que sous le magistère de Talassila, il n'y a que 6 mois d'arriérés de salaire et non 16 comme disent les agents. Le secrétaire municipal poursuit en off en précisant qu'il n'y a pas de licenciement mais plutôt des agents en fin de contrat que le maire essaie de régulariser selon les moyens de la ville. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. À Diamniadio, les populations demandent à rencontrer le Premier ministre pour partager leurs inquiétudes relatives à la situation foncière suite à la démolition d'une trentaine de maisons au mois d'août dernier, regroupées au sein du collectif pour la défense des intérêts de la population de Diamniadio. Elles veulent que l'on mette un terme à la forte spéculation foncière dans leur commune. Reportage Babacar Seck. Les populations de Diamniadio réclament la restitution des 376 hectares du titre foncier 84-60. Au mois d'août dernier, une trentaine de maisons ont été détruites à Diamniadio Sud Extension. Babacar Sow, secrétaire général du collectif pour la défense et les intérêts de la population de Diamniadio. Cela fait presque plus de 5 mois que nous enseignons activités et prestations pour recouvrer nos biens détenus par des promoteurs privés. Face aux voraces promoteurs qui nous attaquent, Monsieur le Président de la République du Sénégal avait directement instruit les membres du gouvernement et chefs de service administratif chargés des questions foncières de la commune de Diamniadio de ne ménager aucun effort pour prendre en charge les revendications de la population. Selon les victimes, plusieurs correspondances ont été adressées au Premier ministre en charge du dossier, mais elles sont restées sans suite. Depuis lors, nous sommes à l'écoute du Premier ministre. Nous avons envoyé 7 lettres à son bureau. Elles sont toutes à ce jour restées sans réponse. Face à son mutisme devant nous, pauvres sinistrés, dévastés et envahis par l'inquiétude et la peur, face à son inertie devant les nombreuses lettres, nous demandons à Monsieur le Premier ministre de traiter avec diligence le règlement définitif et entier de cette épineuse question. Les populations de Diamniadio en ont profité pour demander des ralentisseurs pour amoindrir les accidents de la circulation qui sont devenus récurrents. Nous demandons en sus l'installation en urgence des ralentisseurs au niveau de la commune de Diamniadio. Étant une population pacifiste et pacifique, nous n'userons ni de menaces ni de violence pour arriver à nos fins. Les victimes qui ont investi plusieurs millions de francs dans la construction de leur maison interpellent le président de la République pour le règlement définitif de ce problème. Babacar Seck, Rufisque, iRadio. Et pour l'ouverture de la VDN 3, elle a lieu aujourd'hui. La nouvelle gare routière de Nioro, en construction depuis quelque temps, sera livrée dans 2 mois. L'annonce a été faite par le président du regroupement des chauffeurs de cette gare. C'est une vieille doléance qui a été satisfaite par la mairie de Nioro, appuyée par ses partenaires. Écoutons Pape Ndour, c'est le président du regroupement des chauffeurs de la gare Nioro. Il est au micro de Ousmane Dem. Aujourd'hui, les travaux sont en cours et réalisés à peu près à 70%. Donc, c'est une réalisation de Madame le maire, Maria Massar, financée entièrement par les salins du Salo. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une ancienne doléance qui vient d'être satisfaite. D'autant plus que tout le monde sait aujourd'hui que la gare routière de Nioro ne répond pas les normes d'une gare routière. Vu l'entrave qui se faisait entre la chambre de commerce et la sortie vers les stations totales.
Madame le maire a trouvé nécessaire, suite à notre demande, de réaliser la gare routière de Nioro. Donc aujourd'hui, le mur de clôture a été déjà fait. Il ne reste que les hangars et les toilettes. Donc aujourd'hui, c'est réalisé à 70%. Pour la superficie exacte, la longueur est de 208 mètres et 150 mètres de largeur. Donc ça suffit pour faire rentrer les véhicules et qu'il n'y aura aucun problème. Parce que je pense que là où on est, cette nouvelle gare routière fait plus de 3 ou 4 fois. Donc aujourd'hui, tous les transporteurs sont contents. Donc je pense que maximum dans 2 mois, tout sera fini. Dans moins de 2 mois même, tout sera fini. La gare routière Nioro se trouve bel et bien dans la commune de Kaolack. Elle a été réalisée par la mairie de Kaolack et non celle de Nioro. Des voitures particulières assurent la navette entre Mbour et Dakar ou Mbour-Thiès. Ce que dénoncent les transporteurs de la capitale de la Petite Côte. Ils disent s'en ouvrir aux 2 maires de Mbour et Saly. Mais le phénomène persiste. Le reportage de notre correspondant à Lucan. À la gare routière centrale de Mbour, les transporteurs souffrent de la concurrence malsaine des véhicules de transport en commun qui roulent dans la clandestinité. Un phénomène qui prend des proportions inquiétantes d'après Salou Gaye, chef du personnel de cette gare routière. Ces véhicules n'ont pas de licence. Ils sont dans la clandestinité. On les retrouve au croisement Saly et à la sortie de Kaolack. Ils ont maintenant une base, ce qui n'était pas le cas avant. Ils font la navette entre Dakar-Mbour, Dakar-Thiès, Dakar-Kaolack. À son avis, toutes les démarches nécessaires pour stopper cette pratique clandestine ont été entreprises sans résultat. On avait alerté les autorités comme le préfet et le maire. On avait même retenu quelque chose pour stopper ce phénomène, mais rien. Gourniaï est devant le volant de son minicar. Je trouve que si les hommes de tenue faisaient leur travail correctement, ce phénomène nous aurait tourné le dos. Mais selon ce chauffeur, cette pratique risque de s'éterniser du fait que des hommes de tenue détiennent la plupart de ces véhicules. La plupart de ces véhicules appartiennent à des hommes de tenue. Et c'est ça le problème. Imaginez qu'on arrête un véhicule appartenant à un homme de tenue. Ça ne sert à rien. Moi-même, je conduisais un véhicule appartenant à un homme de tenue. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Ce saut à la gare routière de Mbour a permis de constater que les transporteurs souffrent également de la vétusté du parc automobile. Medindoy est chauffeur. Aliou Kanbour, iRadio. La journée mondiale des données personnelles célébrée ce lundi, la CDP a mis à profit l'occasion pour sensibiliser les élèves à une utilisation risquée d'Internet et des réseaux sociaux. Les lycéens de Limamoulaye ont été invités à participer à la rencontre organisée ce matin dans les locaux de la Commission de protection des données personnelles. Là-dessus, Awa Ndiaye, c'est la présidente de la CDP. Elle est au micro d'Ousmane Gueye. On doit garder un peu l'œil sur cette protection des données. Cet aspect-là important de la technologie nouvelle, nous allons la clarifier pour que chacun d'entre vous soit conscient que lorsqu'il rentre dans l'Internet, que ce soit pour faire ses devoirs ou que ce soit pour prendre contact avec une amie qui est au Japon ou à Londres ou à Paris, il sera conscient qu'il rentre dans un monde virtuel qui n'est pas uniquement virtuel, qui est également un monde qui peut nous rattraper un jour et quelquefois qui peut nous rattraper dans des conditions qui sont difficiles et dans les conditions pour lesquelles vous devez être conscient et vous devez être responsable de ce que vous faites dans l'Internet. C'est cela, la journée pour la protection des données. Donc, quand on parle de protection des données, on parle de protection de notre vie privée, on parle de protection de nous-mêmes, on parle de protection de ce que nous faisons sur Internet. On vous pousse, on vous oblige presque, on favorise pour nous le monde du virtuel et le monde de l'Internet à cause de ces multiples possibilités qui sont offertes, mais en même temps, on vous dit, faites attention. Nous vous dirons pourquoi faire attention, nous vous dirons comment faire attention, et nous vous dirons à quel moment il faut faire attention. L'actualité internationale sur iRadio. Bokar Al-Fakan, bonjour. Bonjour Antoine. Burkina Faso, 10 morts dans une attaque terroriste dans le nord du pays.
L'attaque a été perpétrée par une dizaine d'hommes armés dimanche à Sikiré, dans le nord du Burkina Faso. Armés de Kalachnikov, ils ont fait irruption dans le village avant d'ouvrir le feu sur les habitants. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et de 2 blessés. Avant de disparaître, les assaillants ont aussi saccagé et incendié des boutiques et autres commerces. Et ils ont également emporté des motocyclettes. Gagnées par la peur, les populations sont restées chez elles toute la journée. Je rappelle que le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. Attribuées au groupe djihadiste Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules, elles ont fait plus de 280 morts depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises avec un bilan total de près de 60 morts. La dernière attaque en mars 2018 avait dévasté l'état-major général des armées en plein centre-ville. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le pays et a enregistré des actes terroristes. Face à la multiplication des attaques djihadistes que les forces de défense et de sécurité semblent incapables d'enrayer, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a limogé début janvier le chef d'état-major des armées, puis remplacé les ministres de la Défense et de la Sécurité lors d'un remaniement dévoilé jeudi. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis mettent en garde les autorités nigérianes. Le Nigeria n'acceptera aucune ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est la réponse du gouvernement nigérian suite aux inquiétudes de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni à propos de la suspension du président de la Cour suprême par le président Muhammadu Buhari. C'est même un avertissement à peine voilé des autorités du Nigeria. Dans un communiqué, le porte-parole du président Buhari rejette toute ingérence pouvant favoriser une méfiance des citoyens. Selon le communiqué, les forces de sécurité sont prêtes pour contrer toute tentative visant à perturber la tenue des élections prévues le 16 février prochain. La communauté internationale a émis des doutes sur l'engagement du gouvernement à organiser des scrutins libres et crédibles. La décision de Buhari de suspendre le président de la Cour suprême a également engendré des critiques dans le pays. Le principal parti d'opposition a suspendu sa campagne électorale pour 72 heures en guise de protestation. De son côté, la société civile nigériane affirme qu'elle se mobilise dans tout le pays pour protester contre ce qu'elle qualifie de suspension inconstitutionnelle du juge Walter Onogen, poursuivi pour corruption. Élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les évêques du Kasaï prennent fait et cause pour Félix Tshisekedi. Alors, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC a laissé éclore les dissensions qui minent l'église catholique congolaise. Alors que la conférence épiscopale avait émis de sérieuses réserves sur la victoire du nouveau président et ont même boycotté sa cérémonie d'investiture, les évêques du Kasaï ont décidé de prendre leur distance avec cette position en bénissant le nouveau président. Dans un communiqué rendu public dimanche, l'archevêque de Kananga ainsi que les évêques du Kasaï et du Kasaï central ont apporté leur soutien au chef de l'exécutif congolais et salué, je cite, la première alternance au sommet de l'État par la voie des urnes. Contrairement à la Senko, les signataires du communiqué ne nient pas la légitimité de Félix Tshisekedi à diriger la RDC. Bien au contraire, ils estiment qu'il s'agit d'une étape dans la réalisation du rêve de démocratie et de progrès social de tout le peuple congolais. Le Kasaï est le fief historique de la famille Tshisekedi, d'où elle est originaire. Cette province a souffert ces dernières années de graves violences qui ont fait des milliers de morts, de déplacés et dommages matériels. Avec l'élection de Félix Tshisekedi, les évêques de la région espèrent un Congo nouveau pour voir se réaliser le rêve d'une véritable réconciliation nationale dans le respect des victimes et l'équité. Et puis Emmanuel Macron donc a entamé hier une visite de 3 jours en Égypte. Oui, le président français est arrivé hier à 13h GMT à Abou Simbel, où il a visité en compagnie de son épouse le temple du même nom, l'un des sites archéologiques emblématiques du pays. Ces monuments, taillés sous le règne de Ramsès II, ont célébré en 2018 le 50e anniversaire de leur sauvetage historique qui a permis d'éviter leur inondation par le Nil. Ce déplacement de 3 jours est l'un des rares à l'étranger qu'effectue en ce début d'année le président français, qui se concentre depuis plus de 2 mois sur la crise sociale des Gilets jaunes. Depuis Champollion, le père de l'égyptologie au début du 19e siècle, l'archéologie est au cœur des relations franco-égyptiennes. Les Français espèrent notamment se voir confier d'autres missions de fouilles ou de mise en valeur des sites antiques comme celui de Saqqara au sud du Caire. Ils cherchent aussi à participer au futur grand musée égyptien de Gizeh et à la rénovation du célèbre musée archéologique du Caire. Emmanuel Macron va rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi avec l'ambition de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Une trentaine d'accords ou de contrats devraient par ailleurs être signés pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros dans les domaines des transports, des énergies renouvelables, de la santé ou encore de l'agroalimentaire. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale.
Le journal des sports de e-radio. Le journal des sports avec Seydina Abagay, bonjour. Bonjour Antoine. Football, transfert d'Idrissa Gana Gueye. Everton rejette une offre de plus de 16 milliards du Paris Saint-Germain. Effectivement Antoine, et c'est le Daily Mail qui donne l'information. Everton déclare que Gana Gueye n'est pas à vendre, mais les observateurs estiment que c'est une tactique pour avoir une offre plus élevée. À 3 jours de la clôture du marché des transferts, le dossier tarde donc à être bouclé. Dans le tuyau depuis plusieurs jours déjà, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Idrissa Gana Gueye a été matérialisé hier par une offre, comme vous l'avez dit, de plus de 16 milliards de francs CFA, 25 millions d'euros. Offre rejetée par Everton. En attendant une éventuelle réaction du Paris Saint-Germain qui a déjà recruté Leandro Paredes, un milieu brésilien qui a les mêmes caractéristiques techniques que Idrissa Gana Gueye. Mais c'est l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui veut coûte que coûte le recrutement de l'international sénégalais Antoine. Difficile retour au championnat local pour les clubs qui participent aux compétitions africaines. Effectivement, hier le Jaraaf s'est relancé en championnat après avoir échoué en compétition africaine comme vous l'avez dit. Un succès des Médinois devant le Ndiambour de Louga qui cache mal les difficultés de ce club à enchaîner après son périple africain. Il faut dire que le Jaraaf n'est pas un cas isolé car bien avant lui, plusieurs clubs sont passés par cette difficile étape. Un prétexte pour voir ce qui empêche les clubs sénégalais d'être performants dans ce domaine. C'est un élément de Pape Malick Diaw. Les clubs sénégalais ont souvent du mal à se relancer après leur élimination en compétition africaine. Une tendance qui s'est encore confirmée cette année avec le Jaraaf. Pour Cheikh Sidibé, ancien international, il faut revoir le niveau du championnat de la Liga. Essayer d'élever le rythme de compétition parce que notre niveau, le rythme qu'on trouve ici dans notre championnat local est faible par rapport à ce qui se fait sur le plan africain. Et aussi essayer de créer une déconvenue telle que le Jaraaf a vécu à Berkane. Essayer de remobiliser nos troupes et surtout insister sur la mentalité, sur le mental. Et je pense que ce sont des choses qui font que nos équipes ont toujours un retour difficile après une compétition africaine. Et on ne peut pas dire que le Jaraaf a digéré cette élimination parce que c'est sur un seul match, il faudra voir dans la durée ce que cela va donner. Aliou Faye, journaliste au quotidien Stade, estime lui qu'il faut que les clubs misent plus sur le recrutement afin d'avoir plus de profondeur de banc. Le constat est là depuis l'avènement de la Ligue Pro au Sénégal il y a 10 ans. On a vu que les clubs sénégalais, une fois revenus en Afrique, ils peinent à s'imposer dans le championnat domestique. Cette année, c'était le cas avec le Jaraaf qui est aujourd'hui classé 7e à l'issue de la 12e journée. Qu'est-ce qui explique cela? Des fois, les effectifs sont limités. Je vous donne l'exemple du Jaraaf. Cette année, Jaraaf était parti en Afrique avec un effectif un peu limité. Des fois, il y a des blessures et tout ça. Des fois, le banc n'est pas assez riche pour pallier souvent les absences, ce qui fait que une fois éliminés, donc ils ont du mal à s'imposer en championnat. C'est un fait, les clubs sénégalais ont du mal à cumuler compétition africaine et Ligue 1. Les champions en titre en subissent souvent les conséquences car ils ne peuvent pas tenir le rythme. La preuve, en 10 ans, le championnat local a sacré 10 équipes différentes. Les acteurs sportifs craignent des perturbations dans la programmation des compétitions durant la campagne électorale. Des craintes légitimes Antoine, car durant cette période, les forces de l'ordre sont souvent mobilisées dans des missions de maintien de l'ordre justement et de sécurisation des édifices publics. Et sans service d'ordre, le déroulement des championnats peut être chamboulé. C'est pourquoi les acteurs réfléchissent déjà à trouver des alternatives. Sekou Seydi nous en dit plus. Au-delà du calendrier qui va connaître un chamboulement total, les entraîneurs seront aussi impactés par cette campagne électorale, si l'on se fie aux propos de Badara Sarr, entraîneur du Casa Sport. On risque de manquer de rythme parce que déjà les équipes sont maintenant en plein régime. Maintenant, s'il y a cette servir de trêve, donc il va peut-être prendre un mois, donc c'est sûr que les équipes vont manquer de rythme à la reprise. D'autant plus qu'aussi, entre-temps, il y aura le mercato au Sénégal, donc il y a beaucoup d'équipes qui vont changer
changer de visage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour maintenir le rythme? Ça va être difficile. Même difficulté du côté de la Fédération sénégalaise de basketball. Antoumane Gueye dévoile leur plan B en cas d'absence de service d'ordre. Si on a le service d'ordre, je pense qu'on va jouer. Mais à défaut, on va se rabattre au niveau des maisons de sécurité. Sauf que l'État sort un décret ou bien un arrêté pour dire que les manifestations sont interdites sur tout le temps du Sénégal. En ce moment-là, on sera obligé de se plier à cette circulaire pour ne pas programmer. Mais s'il n'y a pas d'arrêté, à défaut d'avoir le service d'ordre, on va faire rabattre, comme je vous l'ai dit au départ, sur les maisons de sécurité. Après 12 journées du championnat de football professionnel et à seulement 2 journées de basketball, les calendriers des différentes compétitions risquent de connaître un chamboulement avec le démarrage de la campagne électorale prévue ce 2 février. De son côté, le ministère des Sports se veut rassurant. Souleymane Boun Daouda Diop, directeur de la haute compétition, estime que le calendrier sportif n'est pas forcément lié au calendrier électoral. Cependant, il reconnaît qu'une période électorale mouvementée peut avoir des répercussions sur le bon déroulement des compétitions nationales. L'État est indivisible. Et si les forces de sécurité jugent qu'il n'est pas possible, durant la campagne électorale, de garantir la sécurité des compétitions sportives, nous allons aviser. Mais pour le moment, aucune décision n'est prise. Parce que l'État est un match de football, c'est d'abord du sport, mais ça implique la sécurité. C'est aux forces de sécurité de nous dire si oui ou non, il y a une possibilité de conjuguer les championnats ou non. Et nous, au ministère des Sports, nous allons aviser. Mais encore une fois, normalement, si tout se passe bien, si chacun devait faire ce qu'il fait, et si chaque entité fasse ce qu'il doit faire, le calendrier politique et le calendrier sportif peuvent aller de pair. Nous, on n'est pas en mesure de juger des capacités des forces de l'ordre à encadrer nos manifestations. C'est-à-dire, nous allons d'abord les poser la question, à savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de continuer le championnat de football et le championnat de basket dans les conditions optimum de sécurité. Mais ce n'est pas au ministère des Sports de juger de cela, c'est au ministère de l'Intérieur et au ministère des Forces armées de nous dire effectivement, est-ce que nous pouvons continuer à mener nos activités en toute sécurité. Mais encore une fois, et je le répète, dans un pays organisé où chaque acteur respecte ses affaires, le calendrier politique et le calendrier sportif n'ont rien à voir. Les acteurs sportifs sont donc suspendus à la disponibilité des forces de l'ordre. Les auditeurs, eux, sont suspendus à votre voix pour la suite du Midi Gang. Merci Seydina Abagay pour cette page des sports. L'info en continu sur www.imedia.sn. Depuis quelque temps, les grandes surfaces comme Auchan occupent le terrain commercial à Dakar, ce qui tue le commerce local selon certains consommateurs. D'autres ont un avis contraire. Les experts, eux, pensent que les mini-services, supérettes et boutiques doivent s'adapter car ces grandes surfaces sont indispensables. L'autre info, Oumou Kalsoumba. Après Auchan, Carrefour dépose ses valises à Dakar. Ces grandes chaînes de distribution étrangères pilulent comme des champignons dans la capitale. Cette situation n'est pas du goût de Mohamedou Moustapha Diagne. Il pense que ces dernières minent le commerce local. Parce que ils vendent les mêmes articles que les boutiques et les supérettes. C'est fait à dessein. Comment une grande surface peut vendre de la mouille? C'est pas normal. Et nos mamans qui vendent dans les marchés commencent. Comment elles vont faire? Par solidarité, je n'achète pas dans les grandes surfaces. Classeur à la main, El Hadj Ndiaye se niche sous le paréo d'une boulangerie pour se protéger du vent accompagné de la poussière qui souffle en ce moment à Dakar. Pour lui, il n'y a aucun inconvénient à ce que ces grandes surfaces s'implantent à Dakar. Maintenant, que les gens viennent acheter au champ ou autre, ça ne me dérange pas du tout. D'abord, il y a la qualité, il y a le prix qui est concurrentiel, voilà. Donc, et puis tous les produits sont disponibles. Donc ça, c'est une excellente chose. Tu peux aller dans une boutique alors qu'il n'y a pas de tous les produits qui sont disponibles. Parfois, il y a aussi des problèmes d'hygiène qui se posent. Donc, aller dans des grandes surfaces comme Auchan, trouver vraiment des produits de qualité et l'hygiène, vraiment, c'est une excellente chose, quoi. Justement, Baignas est gérant de supérette. Concernant les règles d'hygiène, il n'a rien à se reprocher. RAS. Nous avons les meilleurs prix. À Auchan, même le sachet n'est pas gratuit. Regarde, ici tout est propre. Mes clients sont satisfaits. Pour moi, on ne peut pas parler de concurrence. Il n'y a pas photo.
Le docteur en économie, Modou Dieng, coupe la poire en deux. Cette classe moyenne a eu des habitudes en termes de consommation, c'est-à-dire les habitudes classiques se sont rompues parce qu'ils avaient des aspirations comme par exemple les habitants des pays occidentaux avec vraiment des services bien adaptés. Il faut que le business model informel de nos commerçants change parce que sinon ils vont faire que pleurer. C'est-à-dire aujourd'hui ils doivent s'adapter à cette nouvelle réalité qui va leur permettre de survivre. C'est-à-dire qu'on doit survivre ou disparaître dans ce monde actuel. Ces grandes chaînes de distribution ont fini de faire un maillage dans la capitale, exploitant le moindre espace stratégiquement. Si les consommateurs trouvent leur compte dans ces centres commerciaux haut de gamme, certains commerçants locaux tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur activité. Et dans nos prochaines éditions, nous vous proposerons un sujet sur le contrôle de qualité des produits vendus dans les grandes surfaces, contrôle effectué par le ministère du Commerce. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye. Que va-t-il faire et surtout soutiendra-t-il un candidat? Abdoulaye Wade est en route pour Dakar à quelques jours du démarrage de la campagne présidentielle. Le patron du Parti démocratique sénégalais devrait fouler le sol de la capitale entre jeudi et samedi. L'information est à la une de Les Échos, mais il risque de retrouver un PDS en lambeaux comme le relèvent les confrères. Et pour cause, Ahmed Fall Braya et un autre responsable libéral, Maître Moustapha Dian, quittent le navire pour rejoindre le camp présidentiel. Braya, sur le cheval de Macky, titre Le Quotidien, mais il n'est pas le seul puisque le journal fait également état du ralliement de Mamour Cissé. Aïssata Tall Sall va-t-elle suivre? Va-t-elle céder aux pressions comme le demandent Les Échos? Le journal évoque bien un lobbying intense sur la mer de Podor, lobbying de la part de dignitaires religieux sans compter le choix de ses militants portés désormais sur le chef de l'État. Et si Aïssata Tall Sall manquait d'audace pour justifier un soutien au patron de l'APR, si pour Les Échos, la socialiste ne s'est pas encore décidée, ce n'est pas la version du journal LAS. Les confrères révèlent que le ralliement de l'avocate est déjà acté et que l'Assemblée générale de ce lundi à Dakar sera l'occasion d'officialiser ce soutien. Le oui de Aïssata Tall Sall acquis, si on en croit les confrères, la mouvance présidentielle vise maintenant une autre dame, Aïda Mbodj et Mansour Sy Djamil. La photo des deux, en plus de celle de l'avocate, occupe la une de LAS. LAS qui s'intéresse par ailleurs à cette sortie de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui raille les candidats de l'opposition. La bande des quatre ne peut rien proposer aux Sénégalais. Cette pique du Premier ministre est également reprise par Le Quotidien. Ousmane Sonko, parmi les quatre, va peut-être y répondre plus tard. Pour l'heure, il est interpellé sur l'affaire des 94 milliards CFA. L'Assemblée nationale, ou plutôt le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, veut l'auditionner dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Seulement, le candidat de PASTEF pour février préfère le procureur pour prendre Le Quotidien. Sonko, en déplacement à Ziguinchor, brûle Macky à la commission d'enquête, titre Sud Quotidien, pendant que Enquête parle d'une fin de non-recevoir de l'ex-inspecteur des impôts et domaines. Les 94 milliards, tout le Oyel, selon le journal, la présidentielle à venir sera celle de la désinformation. Les fake news pointées du doigt font l'objet d'un dossier présidentiel 2019 à l'épreuve des fake news, dossier dans lequel l'enseignant-chercheur, directeur des études du CESTI, Mamadou Ndiaye, estime que les démocraties sont prises en otage aujourd'hui par les fausses nouvelles. Bamba, nouveau khalife de la presse, Sud Quotidien, relaie ainsi l'élection du journaliste de l'agence de presse sénégalaise à la tête du Synpics. Amadou Bamba Kassé l'a remporté face à Khalil Narfal de la RTS. 24 voix contre 23. Détail Sud Quotidien qui note que la RTS, non contente du résultat, a fini par bouder la séance. Et si la maison de la presse portait le nom de Alpha Abdallah Sall à l'occasion de ce 10e congrès du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, les confrères ont suggéré que la maison de la presse soit baptisée au nom de l'ancien secrétaire général de l'organisation, secrétaire général jusqu'en 2006, rappelé à Dieu en novembre 2009. La CAN 2019, des soucis en vue, Stade annonce que le démarrage sera décalé d'une semaine en raison du Ramadan. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Le retour imminent de Maître Abdoulaye Wade au Sénégal à une semaine de l'ouverture de la campagne électorale. Au PDS, l'arrivée prochaine du chef est activement préparée
et sa participation à la campagne ne fait l'homme d'aucun doute, d'après Hassan Ba du comité directeur du PDS. Et puis, pour l'analyste politique Maurice Diekdion, Abdoulaye Wade va jouer un rôle capital dans la présidentielle à venir. Les observateurs de l'Union européenne dans le scrutin du 24 février prochain, d'après eux, toutes les dispositions sont prises de leur côté pour un bon suivi des opérations électorales. Les observateurs de l'UE étaient en conférence de presse ce matin. Situation difficile pour ces 49 travailleurs de la mairie de Thiès. Ils sont restés 16 mois sans salaire. La municipalité parle plutôt de 6 mois non payés. Démolition d'une trentaine de maisons à Diamniadio. Les victimes dans le désarroi font des pieds et des mains pour rencontrer le Premier ministre. Elles déplorent la forte spéculation foncière dans leur commune. Et puis, actualité internationale. 10 personnes ont été tuées au Burkina Faso dans une attaque terroriste. C'est dans le nord du pays. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec, à la réalisation Mohamed Kandji. Colossissé a été à la vidéo Salimto 219 Galgati Khibar. Je vous laisse déguster. Excellent après-midi à toutes et à tous. Ya